Les premiers petits achats, il y en a deux que c'était quelque chose qui passait en vente aux États-Unis. Et on voyait déjà sur les photos, on pouvait déjà juger l'objet qui s'était mal catalogué. Ils avaient mis que c'était un objet grand tour 19, début 20e siècle. Quand on regarde l'objet, parce que souvent on oublie de regarder l'objet. On va lire la description, mais il faut commencer à regarder. On oublie. Moi aussi, hein, je constate de temps en temps que j'oublie de regarder l'objet même. Ok. Et parce que toute la vérité est là-dedans. Chaque objet d'art a une histoire à raconter. Une histoire qui devient mythe. Un mythe qui devient légende. Bienvenue sur Rosso Antico, le podcast qui explore le marché de l'art et ses coulisses. Découvrez les histoires inspirantes des femmes et des hommes, experts, galéristes, collectionneurs, qui agissent à l'unisson pour rendre ce secteur vibrant et riche en découvertes, avec l'amour et la passion pour l'art et la beauté qui les guident au quotidien. Partez pour un voyage unique, où la tradition et l'expertise se mêlent aujourd'hui à l'innovation et à la technologie, où des nouveaux enjeux sociétaux et juridiques rebattent les cartes du secteur et redéfinissent l'essence même du collectionnisme au XXIe siècle. Je m'appelle Bornas Cognamillo, je suis le PDG et fondateur de Minkle Co. Et ça, c'est Rosso Antico. Bonjour Tobias Desmet, Bonjour, bonjour. comment allez-vous? Ça va très bien. Bah, en fait, ouais, ça va très bien. Je dois pas me plaindre. J'ai un petit accident, mais Ah, ça va très bien sinon. Ouais. J'ai une petite opération à la hanche. ok. Un des avantages de porter des marques, disons. Ouais. Mais c'est ce que j'allais dire, vous portez trop de pièces lourdes. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Mais bon, on va faire mieux. Ouais. En tout cas, Tobias, je suis vraiment ravi de vous accueillir dans cet épisode de Rosso Antico. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas la première galerie belge parce qu'on a aussi eu Gruselmeyer et Voliner à notre micro, mais je me disais que c'était fondamental de vous avoir avec nous pour partager avec notre audience votre expérience, votre histoire. Je sais que c'est une histoire familiale à raconter de votre galerie. Donc, il y a plusieurs sujets et thématiques qui nous sont chers. Donc, pour commencer notre interview, peut-être Tobias, je vous demande de vous présenter. Je m'appelle Tobias Desmet et on a une galerie familiale à Bruxelles qui est surtout spécialisée en sculpture européenne. Mais donc européen, disons, du bassin méditerranéen, vu que la sculpture, même Renaissance baroque, il y a les racines dans l'Antiquité. Moi, de formation, je suis égyptologue. Donc, à la galerie, en fait, on a les sculptures qui commence de l'époque plutôt grec-romain et que finalement on va jusqu'au 1850, le néoclassicisme qui sculpte d'après ou fort inspiré d'après l'Antiquité. Ben, vous savez, Tobias, qu'on on est collègues, hein, parce que moi aussi j'ai une formation d'égyptologie. Ah, bah, c'est fantastique. On est une catégorie très rare, disons. Oui, Très rare, mais donc tout aussi précieuse. tout à fait. Je m'en souviens à l'université, ils nous appelaient une étude une orchidée. C'est une beauté du jamais vue, mais très chère à avoir. Ah, magnifique. Mais justement, ça m'intéresse par rapport à votre formation et aussi à votre intérêt, ce qui a suscité votre intérêt pour rejoindre votre père dans l'affaire familiale. Est-ce que vous pourrez déjà nous en dire un peu plus sur votre donc, parcours d'études, comment cela s'est passé, pourquoi l'égyptologie d'ailleurs, euh, et ensuite parler plus largement de votre passion pour l'histoire de l'art qui vous amène aujourd'hui à être le binôme de votre père. Pour commencer vraiment au début, je crois que c'est mon père qui a commencé tout jeune, qui a commencé comme restaurateur des meubles et sur la dorure des meubles. Ben, moi, j'ai grandi dans ma famille Mhm. où j'ai vu, dès que j'étais tout jeune, j'ai vu la marchandise passer chez nous à la maison. J'ai toujours été entouré par des confrères de mon père aussi. Donc, pour dire que plus ou moins, je suis né dedans. Après, mon père, il était plutôt généraliste. Et moi, après, bah, j'ai fait mes études et déjà mon père disait, j'espère que tu ne deviendras jamais antiquaire parce que c'est un métier quand même
qui demande beaucoup d'énergie et que bah, t'es jamais sûr. Il y a des moments où rien se passe. Donc, il préférait que je faisais autre chose. Mais bon, il y a le moment qui arrive où on arrive moi j'avais 18 ans et il faut décider et continuer les études pour garder les options ouvertes. Et moi, j'avais pas tellement envie, j'avoue, de faire économie ou les études de droit, etc. Et c'est par hasard que j'ai vu qu'on pouvait étudier à l'université de Leuven, on pouvait faire égyptologie. Et comme moi, quand j'étais tout jeune, que j'avais 10 ans, j'étais déjà Mhm. amené par mon parrain en Égypte. Et j'ai vu toutes les merveilles de l'Égypte et j'avais un genre intérêt depuis ma jeunesse, depuis mes 10 ans en Égypte. Bah, d'un coup, je dis, bah, si je dois étudier quelque chose, je préfère faire quelque chose que j'aime bien, que j'adore. Et donc, j'ai pas trop hésité. C'est comme ça que j'ai choisi égyptologie. Après, j'avoue que je pensais que l'étude allait être un peu plus sur l'art égyptien. Et pendant mes études, je suis réalisé qu'en fait, c'est une étude très linguistique. Vers la fin de mes études, bah, tu regardes les options et on voit qu'avec les études d'égyptologie, sur le marché, où il faut faire un doctorat et continuer dans les études, dans l'égyptologie académique, entre-temps, l'intérêt pour le marché de l'art a grandi chez moi et c'est comme ça que je dis, écoutez, j'aimerais quand même aller dans le marché de l'art après mes études. Très bien. Pour mon père ou mes parents, ils étaient moitié contents. Ils disaient, oui, c'est sympa qu'il y a quelqu'un qui continue le métier, mais ah, ça aurait été sympa si tu faisais autre chose aussi. Et là, Mhm. mon père, il m'a conseillé fort de commencer à travailler ailleurs pour apprendre comment ils le font, et surtout à l'étranger, aux États-Unis, en Angleterre, pour que je peux mieux former moi-même sans être trop influencé par mes parents. Et évidemment, je pouvais toujours rentrer à Bruxelles pour travailler avec eux, mais pour ça, je devrais faire mes propres expériences. C'est comme ça que j'ai demandé à une cliente de mon père si je pouvais faire un genre de stage chez elle. C'était à New York. Et après mes études, je suis parti à New York pour travailler chez elle. Et elle était aussi plutôt généraliste, mais c'était bien en fait, c'était une expérience fantastique parce que j'ai appris surtout l'esprit international anglo-saxe américain. Après celle-là, je suis parti pour l'Angleterre pour faire un peu la même chose à une autre galerie et où j'allais travailler 3 mois. Finalement, les 3 mois, c'était 6 mois, 6 mois, c'était 9 mois, et finalement, j'ai resté 4 ans. Et après ça, j'ai dit, écoutez, ça chatouillait trop. Je voulais vraiment commencer moi-même, rentrer à Bruxelles. Tout ce que j'avais appris à l'étranger, je voulais le pratiquer pour moi. Et je crois, entre-temps, ça fait presque 11 ans que je suis de retour à Bruxelles et je travaille bah, avec mes parents. Mais je peux dire quand même qu'on a dirigé la galerie vers que des sculptures. De temps en temps, autre chose, mais vraiment plutôt spécialisé dans les sculptures Très bien. européennes. Européenne, absolument. Euh, et justement, aujourd'hui, votre quotidien vis-à-vis donc du rôle au sein de la galerie, comment se présente-t-il? Oui, bah déjà, on fait tout. Je dois faire tout. Je cherche. Bah, je vais dire ce que je préfère. Je préfère dans le métier, c'est de chercher pour trouver les objets à acquérir. Pourquoi c'est fantastique? Parce que c'est comme une drogue, en fait. On cherche, on trouve plein des choses qui valent rien ou qui sont Mhm. pas intéressantes. Et jusqu'à un moment où on tombe sur quelque chose qu'il y a une vraie potentiel. Et après, on part de trouver l'objet. Dépendant de la situation, si c'est, je sais pas, si c'est chien privé, on cherche pas vraiment, c'est plutôt les privés qui viennent chez nous. Mais si, par exemple, oui, si c'est Mhm. un confrère, ben on essaye d'avoir une meilleure idée. Donc, alors là, la partie de voyager, on va voyager pour aller voir l'objet. Et ben alors là, ça commence à être gai parce qu'on voyage, on voit l'objet. Est-ce qu'après il y a les discussions concernant les prix? Est-ce que ça vaut la peine? Jusqu'à quel prix on peut acheter pour que nous, on croit qu'on peut gagner dessus. Une situation idéale, c'est avant qu'on acquis l'objet qu'on peut faire les recherches, mais en général, souvent, il n'y a pas assez de temps pour faire les recherches 100%. Donc, on prend une risque calculé. Disons. On sait que l'objet est bien. En dépendant du prix de demande, on sait que, écoute, à ce prix-là, il n'y a pas de risque. Et après, une fois qu'on a l'objet, on peut faire les recherches. Et ça,
la chose qui m'intéresse le plus parce que j'aime bien m'enfermer dans la bibliothèque ou à la galerie ou à l'université où on a accès à Hmm. des sources fantastiques. Et si on trouve alors quelque chose en rapport de l'objet, bah ça c'est une genre, je vais pas dire une extase, mais c'est notre but. Bon, le but de métier, que la situation idéale, qu'on peut rajouter une valeur en disant, écoutez, on a acheté cet objet anonyme et maintenant on fait une attribution. Après, on peut Oui, parler d'une attribution qui est 100% solide ou une attribution qui est 90% solide. Et c'est là que ça devient le plus intéressant. Et au moment où on peut après encore rajouter une provenance qui est une provenance, je sais pas, princière ou royale, bah alors on rajoute, je sais pas, la crème fraîche, la cerise sur le gâteau. Et après, il y a le moment de vente et c'est drôle parce que donc moi je m'occupe de tout, hein, de A à Z. Et après le moment de vente, on a fait terminer le dossier. ah, Il faut faire toutes les formalités qui vont avec. Si un objet à une certaine valeur. Il faut, surtout aujourd'hui, il y a notre due diligence où il faut, par exemple, il faut vérifier si l'objet n'a pas été volé, si ça n'apparaît pas sur des listes des objets piligés quand on parle de l'archéo, si de l'archéo piligé dans le pays d'origine, mais aussi quelque part volé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est plein de formalités qui, en route entre ou juste avant ou entre l'achat et la vente qu'il faut s'occuper aussi. Après des transports, restauration, si on fait restaurer quelque chose, comment est-ce qu'on va la restaurer? Il faut trouver des objets comparables pour montrer que la façon dont la restauration doit être faite. Donc c'est un grand trajet. Entre l'achat et la vente, souvent, nous, on a souvent, il y a 2 ans qui passent. Oui, donc pour nous, l'excitation, ça se trouve au début, après quand on fait les recherches, et après à la vente, je dois dire, nous, on est fiers de pouvoir présenter les objets à la vente, mais pour nous, tout le ah. travail est déjà fait. Et après, bon, la vente, c'est les fruits, cueillir les fruits de notre travail, mais la satisfaction se trouve sur le chemin en faisant, en fait. Ouais. Exactement. C'est magnifique, merci beaucoup. Et je pense que de l'extérieur, quand on n'est pas du métier, on ne va pas aussi en profondeur et on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière la simple, entre guillemets, vente de l'objet. Mais c'est vrai qu'on regarde souvent tout ce qui se passe en aval. Donc la vente, notamment bon, aux ventes aux enchères, c'est shiny, c'est beau à voir, mais finalement derrière des prix de marteau, bah, il y a aussi tout le travail que vous faites qui est, je trouve, aussi le plus excitant, finalement. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Après, par exemple, quand on parle des ventes, j'aimerais dire que c'est notre valeur ajoutée et on vend l'objet terminé. Pour qu'un collectionneur qui aime bien ce que nous on offre, il sait que il doit seulement penser à est-ce que l'objet, ça va Mhm. bien dans ma collection, oui ou non. Et après, évidemment, il paye un surplus pour le travail que nous on a fait. OK. Et pour parler de quelques ventes mémorables, des objets, on a des histoires dans ce podcast qui sont assez drôles parfois. Il y a plein d'histoires. C'est lesquelles les vôtres? Ouais, il y en a beaucoup. Ce qui reste, c'est d'abord, c'est ceux vraiment au début que j'ai commencé à travailler parce que quand on travaille pour quelqu'un d'autre, il y a déjà une système qui est établi. Donc, le moment où j'ai décidé de rentrer à Bruxelles et Mhm. que je dépendais que sur moi, c'est à ce point-là que de se réaliser que ça fonctionne effectivement, Oui. ça donne une joie qui est fantastique. Donc, les premiers petits achats, il y en a deux que c'était quelque chose qui passait en vente aux États-Unis et on voyait déjà sur les photos, on pouvait déjà juger l'objet qui s'était mal catalogué. Ils avaient mis que c'était un objet grand tour 19, début 20e siècle. Et en Ah, fait, quand on regarde l'objet, parce que souvent on oublie de regarder l'objet, on va lire la description, mais il faut commencer à regarder. On oublie. Moi aussi, hein, je constate de temps en temps que j'oublie de regarder l'objet même. OK. Et parce que toute la vérité est là-dedans. Et quand on regardait les photos, on voyait l'objet et déjà on voyait que mais c'est dingue, c'est pas de tout 19e ou début 20e siècle, mais c'est époque romaine. Ah, ah. C'était un petit bronze, ouais, deux petits bronzes. Et déjà, il y avait la patine qui avait une couleur verte à cause de l'oxydation. Et
on peut falsifier cette patine, mais après 2000 ans, c'est une patine, c'est quand même un peu différent. Donc, on voyait déjà sur la photo que la patine, elle a quand même, ça a l'air d'être une patine de 2000 ans, 2000 ans. Et après, les yeux, ils étaient mis en argent, que c'est déjà quelque chose techniquement plus compliqué. Et bon, bref, on achète les deux bronzes. Et après, il commence le travail dont je disais, écoutez, avec l'archéologie, la problématique, c'est la provenance. Donc, on avait une provenance. Après, je crois qu'il avait déjà des 1980. Déjà, c'était pas si mal parce que c'était avant le UNESCO Treaty. Mais ben, on veut toujours plus. Donc, et on savait, tu sens l'objet, une fois que ça arrivait en Belgique, on voit l'objet, on l'a en main, on regarde, on sent et on va. Et ça a déjà été dans des collections, on ne sait pas quoi, mais il y a plus à trouver Mhm. dessus. Et un jour, c'était aussi un de mes premiers investissements dans la bibliothèque, plus sévère. Et j'avais acheté un petit catalogue et je feuilletais dedans et d'un coup, je vois un petit dessin de ce petit bronze. Et je dis, ah, c'est drôle, ça rassemble fort le bronze qu'on a acheté. Il y a une photo de ce bronze-là avec une descriptif de 3 pages que ça a été trouvé sur un site archéo en France et avec toute l'explication qui existe. Et ça, quand j'avais ça, j'étais ravi comme tout parce que j'ai l'objet et la provenance depuis que ça a été trouvé au 19e siècle. Après, on ne sait pas comment, ça arrive souvent, hein, c'était acheté, c'était dans une collection, et boum, ils ont perdu toute la connaissance, toute la descriptive de l'objet. Et ça, j'étais ravi parce que je pouvais redonner la mérite qu'elle méritait, en fait. Ouais. Et des anecdotes pour l'archéo sur ces Mhm. genres d'objets, ben, j'en ai plein, hein. Des objets qui sont mal catalogués, qu'on achète parce qu'on a la connaissance, on a l'assertivité, qu'on sait que ils ont mal catalogué, que c'est une autre époque. Et après, il faut le travail qui suit encore. Par exemple, j'ai une autre anecdote, c'est une buste en marbre qui était cataloguée comme 18e siècle. On a vu que c'était une buste romain. Et après, bon, on l'achète. Il voulait pas donner la provenance. Et la seule chose que la personne disait, c'est la seule chose que je peux vous dire, c'est que ça vient d'une collection d'un grand collectionneur qui était mécène de tel musée. Ben alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est drôle parce que bon, ben, l'information est là. Ils veulent pas le donner avec l'objet, donc c'était à moi de trouver. J'ai eu un peu de chance. J'ai regardé dans ce musée-là la liste des mécènes, j'ai pris la liste et j'ai regardé des mécènes, il y a qui est décédé dans les 3 dernières années. J'ai fait une short list de 15 personnes. Après, je regardais un peu et par hasard, je trouve une personne dont sa maison a été vendue ou était sur le marché pour être vendue. Et j'arrive sur le site de l'agence immobilière qui avait des photos de l'intérieur. Et là, sur une bête petite photo, je vois genre derrière une commode, pardon, il y a le nez et le menton du buste qui sort. Bah, cette photo, en fait, c'est ma preuve que ça venait de sa collection. Et bah ouais, c'est des joies inattendues qui sont fantastiques. Ok. Parce que sinon, cette information aurait été perdue et quand moi je peux la rajouter à l'objet, ça me rend heureux. Ouais. Tobias, j'ai l'impression qu'en fait, les galéristes marchands d'art ont des talents plutôt pour travailler à l'Interpol ou comme détective privé, parce que franchement, c'est des compétences, franchement. Oui, oui, ben, déjà, nous, comme on fait un peu d'archéo, mais aussi les sculptures européennes. Donc, pour les sculptures, disons, 16, 17e, c'est moins relevant. Mais les confrères qui font que l'archéologie, ben, je crois l'énergie qu'ils mettent à trouver les provenances ou à approfondir les provenances, de l'énergie de dingue. Ils engagent des personnes qui ne font que ça. Chercher les provenances des objets ou chercher des vieilles catalogues pour élargir la bibliothèque. C'est vraiment super ce que vous nous dites. En parlant justement de l'activité de la galerie, aujourd'hui, nous nous sommes rencontrés au Fine Arts Biennale à Paris il y a quelques semaines. Est-ce qu'il y a d'autres foires auxquelles vous participez, des expositions que vous avez organisées qui ont eu un très grand succès et à venir? Quel est un peu votre agenda pour les mois à venir? Euh, on participe à la foire de la Brafa, qui est à Bruxelles. C'est chez nous, donc c'est une foire, pour nous, c'est une foire assez importante. Cette année-ci, on a fait la première fois la Fine Art Paris Biennale.
On était ravis d'être à Paris parce que on a une super clientèle qui visite ces foires-là. Avant, on participait à London Art Week à Londres, on a fait une fois Freeze Masters, mais j'avoue, avec le Brexit, ça compliquait un peu les choses. Je crois que c'est mieux de focuser sur, dans notre cas, la BRAFA et Fine Art Paris. Et après, quand il y a la foire de Maastricht, nous, on n'y est pas présent, mais à Bruxelles, on a beaucoup des clients qui viennent pour la foire de Maastricht et on travaille toujours à la galerie. On fait des cocktails, des dîners à la galerie. Mhm. Et justement, en parlant de votre clientèle, il y a deux choses qui nous intéressent beaucoup et sont intéressantes, je pense, d'un point de vue vraiment comme cas d'école, savoir comment une galerie travaille sur son développement. Aujourd'hui, votre clientèle, comment elle se repartit? C'est-à-dire, c'est une clientèle homogène? Est-ce que vous avez beaucoup de clients récurrents qui sont très fidèles à vous? Et quelle est la part de business development, c'est-à-dire d'aller rechercher de nouvelles parts de marché? Mais comme vous dites, les foires, c'est un moment idéal pour rencontrer des nouveaux clients. Après, nous, on a une clientèle qui est très fidèle. Quand je regarde bon, dans la comptabilité, notre chiffre d'affaires se fait surtout par des clients qu'on connaît depuis des années. On essaye d'avoir des nouveaux clients, mais on travaille déjà avec ceux qu'on connaît très bien. OK. J'ai l'impression que je viens je suis à un moment charnier où je viens de terminer la phase de m'établir, de me sentir confortable pour maintenant faire mieux. Donc, Ben, justement, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, Tobias? C'était pourquoi on a cette notion de vitesse grand V à laquelle on doit tous se plier, entre guillemets. ben, je crois que c'est une question de FOMO. Ils ont le fear of missing out. Et pour ne pas missing out, ça doit aller vite. Quand on regarde, par exemple, Instagram, tu cliques, 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 et tu peux voir en 5 minutes, tu peux voir, je sais pas, 1000 photos, des choses un peu du marché. Mais moi, je trouve que l'importance de documentation ou de quelque chose de tangible, donc un catalogue, je trouve ça c'est tellement important. Et quand on voit, en fait, c'est surtout avec Covid que ça, avec une rapidité jamais vue, ils ont voulu arrêter l'impression des catalogues et tout se fait digitalement. Par des catalogues digitales, bon, déjà Instagram par exemple, tout ça. Et mais moi, bon, j'ai 40 ans ou je suis vieillot, je sais pas, mais moi, j'adore avoir un catalogue en main et avoir le temps de tourner la page, de lire sur l'objet. Et la vitesse à laquelle maintenant tout doit se passer, non, on achète des objets parce qu'ils ont une belle patine. Ça a pris 200, 300 ans pour avoir cette patine ou 3000 ans pour avoir cette patine. Ben, pourquoi on veut aller tellement vite en achetant les objets? Et ça mérite quelque chose de plus. Et je trouve, par exemple, s'il y a une vente aussi, maintenant il y a des timed auctions, ils mettent les ventes 10 jours avant en ligne et après il y a 10 jours pour enchérir et après c'est clôturé. Chez nous, dans les galeries, on a les objets, il y a le temps, on a des gens qui viennent, après ils reviennent, ils réfléchissent un peu et j'aime bien ça. Mais on a tellement des possibilités. J'ai un folder dans la boîte aux lettres pour acheter bah, pour le monde entier finalement. Donc on a tellement de choix qu'on ne sait plus choisir ou on doit vraiment feuilleter vite parce qu'on a l'impression qu'on doit voir tout pour après prendre notre décision. Et c'est quelque chose que j'ai appris aussi dans le marché de l'art, parce qu'avec l'Internet, on peut... Moi, pour faire tout ce que je voudrais faire, j'ai besoin de 70 heures dans la journée. Donc, il faut sélectionner. Et je trouve avec l'art, étant collectionneur, il faut faire la même chose. Pour sélectionner, pour ne pas faire, pour pas faire des bêtises, pour pas prendre des décisions qui sont pas considérées ou calculées. On doit accepter qu'on peut pas avoir tout. Et quand on accepte ceci, c'est à l'achat, on va rater. Moi, je rate plein des objets que si j'avais su, je pouvais acheter, je pouvais gagner bien ma vie dessus. Mais bon, écoute, j'ai pas vu parce que je préférais mettre l'énergie dans, je sais pas, les recherches sur un autre objet. Je crois que les clients, c'est pareil. Ils ont tellement de choix, ils ont tellement de choses à faire et ils essayent de faire tout pour choisir
Ils préfèrent de choisir entre 100 opportunités que 30. Mais les 30, c'est déjà suffisant. Et quand on élimine les 70 autres, on décide qu'on veut avoir 30 options, bah alors on peut mettre plus d'énergie à considérer les 30 options pour bien choisir. C'est incroyable, Tobias, parce qu'en fait, vous n'êtes vraiment pas le premier, le seul à me dire ça pendant mes interviews. Par rapport justement à vos collectionneurs, comment vous les aidez à constituer leur collection? Est-ce qu'il y a des collectionneurs plus professionnels qui ont une pièce qui est dédiée à leur collection d'objets, ou bien c'est plutôt quelque chose d'un peu de plus soft? Il y a quelqu'un qui veut rénover sa décoration d'intérieur, et là, en fait, vous travaillez avec des maisons d'architectes d'intérieur. Voilà. Est-ce que vous pouvez juste donner quelques informations par rapport à ça? Ben, comme vous venez de dire, il y a les deux catégories. Il y a la catégorie des collectionneurs, bon, je vais dire un mot un peu moche, mais les nerds ou les geeks. Euh, Eux, ils sont fantastiques à travailler avec parce qu'ils savent tellement bien ce qu'ils veulent qu'il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de peut-être, je sais pas, je réfléchis. Non, quand tu as un collectionneur qui sait tellement bien, déjà, la plupart des fois, ils connaissent mieux l'objet que nous. Donc, c'est pas à nous d'expliquer à eux ce que c'est. Ils sont là, mais c'est fantastique, c'est dingue. Ah, et c'est seulement une question de prix. Après, ils sont tellement conscients des prix aussi qu'ils disent, ah oui, mais là, vous êtes quand même un peu cher. Après, c'est à moi de défendre mes Hmm. prix et j'ai pas de problème à défendre mes prix. Donc, en général, on trouve l'accord et on peut faire une vente. Après, il y a la catégorie des gens qui, comme vous dites, c'est les collectionneurs amateurs, mais ils sont autant collectionneurs, disons. Ils veulent vivre avec l'art. Ils veulent pas forcément accumuler pour que leur collection soit complète. Ils ont leur living, ils adorent je sais pas, disons le 16e italien, ils veulent mettre ça dans le livre. Alors, euh, je les estime autant que les autres. De temps en temps, ils ont besoin d'un peu plus d'être convaincus. Parce qu'ils savent, ouais, mais est-ce que ça reste? Et dans ce cas-là, on va dire, écoutez, voici l'explication de l'objet, c'est tel, tel, tel. Ça va très bien chez vous, je crois. Mais après, si vous voulez, si vous n'êtes pas sûr, bah, on peut l'apporter une fois. Et comme je viens de dire, que nos clients sont assez fidèles et on les connaissait, on les connaît assez bien, c'est très amical. On va dire, ah, mais tu sais quoi, la semaine passée, je passe chez vous, je vous la dépose. On peut regarder une fois ou vous le regardez un mois et vous me dites, vous me donnez une réponse après. Donc c'est une autre approche, mais je comprends tout à fait parce que nous, on achète et on vend, on travaille sur une court terme. On travaille parce qu'on a l'objet et on voit que on l'achète parce qu'on considère qu'on peut créer une bénéfice dessus. La plupart des fois, on a pris des pertes aussi dans le passé, mais bon, c'est moins gai d'en parler. Ces collectionneurs amateurs dont je dis, bah, eux, ils achètent parce qu'ils vont vivre avec. Ils vont vivre chaque jour, chaque matin, chaque soir, ils vont voir l'objet et ça doit avoir cette valeur intrinsèque que ça leur ennuie pas. Et moi aussi, j'achète des choses parce que l'art, c'est très personnel. Moi, j'ai acheté des choses que je dis, écoutez, j'adore l'objet. Techniquement, c'est fantastique, mais c'est pas l'objet que je voudrais garder chez moi. Est-ce que ça veut dire que ça vaut pas ce que j'en demande? Non, pas du tout. C'est juste que pour moi, personnellement, je garderai autre chose. Hmm. Et après, ça évolue aussi, hein. Moi, j'ai ma collection modeste aussi. Et après quelques années, je dis, écoutez, cet objet-là, ouais, non, ça peut partir. Mais justement, ça m'intéresse d'un point de vue donc, du public. Est-ce qu'il y a aussi une troisième catégorie de personnes avec cette volonté d'investissement? Est-ce que c'est quelque chose qui est évoqué par vos clients, par vous-même, quand on s'intéresse à la constitution d'une collection? Avant que je réponde à la question, je rajoute encore deux catégories de clients. Il y a déjà les confrères. Il y a les confrères, c'est une troisième catégorie parce qu'on travaille entre nous aussi. Euh, et ça, c'est le plus simple parce qu'on discute, OK, boum, c'est le prix, baf, 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 c'est fait. Mais et une quatrième catégorie, c'est institutionnel. C'est les musées, des fondations qui achètent aussi. Mais pour revenir sur les clients qui achètent comme investissement ou avec l'idée que ça soit un investissement, euh, dans l'art contemporain, c'est vrai, après, bon, c'est pas.
avec ça que je m'en occupe, donc je vais pas trop donner mon opinion sur ça. Mais chez Hmm. nous, c'est une question que les gens me posent souvent. Et la plupart des fois, je réponds la même chose, c'est que euh, quand je discute à la vente pour vendre un objet, moi, je leur dis toujours, écoutez, il ne faut pas acheter l'objet comme investissement, espérant que ça va vous rapporter de l'argent dans le futur. Si ça se fait, bah, Mhm. fantastique, c'est un atout pour vous, pour l'objet. Après, c'est possible que ça monte pas en valeur. Moi, je sais pas. Moi, j'achète, OK. je vends la pièce à un prix que moi je considère qui est conforme le marché. Et moi, je sais pas dire si ça va monter, si ça va descendre dans le futur. Après, c'est facile de parler du passé et de voir Mhm. l'évolution des objets qu'on a eu dans le passé. Il y a des objets, quand je regarde dans le passé, que j'ai vendus, que je dirais, oh, si je peux racheter cet objet, tout de suite, je la rachète. Il y en a des autres que je dis, écoutez, je l'ai vendu à Mhm. cette époque-là, j'ai vendu pour ce prix-là. Ouais, aujourd'hui, c'est peut-être pas si facile Très pour bien. la vendre et avoir le même prix. Après, pour dire ce qui est très important et que les gens doivent se rendre compte, c'est que l'art antique, c'est pas une science exacte. Quand on regarde, par exemple, on achète en vente publique. Ah ben, je vais donner une anecdote. J'étais encore stagiaire et j'étais à Londres et j'avais vu un objet qui me plaisait beaucoup à Bonham's Knightsbridge. Je l'avais acheté et je vais Hmm. à Knightsbridge pour récupérer le lot. Je prends le taxi et je prends le taxi direct à OK. Christie's South Kensington qui était à 10 minutes. Et je contacte l'expert. Je dis, j'aimerais la mettre dans la prochaine vente. Il dit, OK, pas de problème. Je le mets dans la vente un mois après et ça fait le triple que j'avais payé à Bonhams. Qu'est-ce qu'on doit faire avec cette anecdote? Je sais pas. Moi non plus, je sais pas. Parce que ça pouvait être à l'envers. C'est possible que je l'avais acheté à Christie's South Kensington et je l'avais mis à Bonhams Knightsbridge et ça faisait le triple. Mais on ne sait pas parce que c'est le jour même qui a décidé qu'il y avait deux ou plusieurs personnes qui voulaient le même objet et qui voulaient payer autant. Donc, je sais pas dire finalement, dans ce cas-là, c'était surtout pour moi un très bon investissement. Je sais la personne qui l'avait acheté, il l'avait revendu et il avait gagné dessus aussi. Mais si le même objet était dans une vente, je sais pas, 3 semaines après, qui c'était, bon, je sais pas, il y avait Thanksgiving par exemple, et tous les Américains étaient chez leur famille faire la fête, bah, ils avaient pas vu, et peut-être ça allait faire un prix inférieur à celle que j'avais payée, je sais pas. Il y a tellement des éléments qu'il faut considérer que c'est impossible de vraiment dire. Après, on prend le moyen, évidemment, et nous aussi, il y a des choses qu'on dit aujourd'hui, on croit que pour ces genres d'objets, le marché est hot, hot, hot. Et ça veut pas dire que peut-être les fashion changes et peut-être dans 5 ans, les gens sont moins intéressés en ça et alors les prix baissent. Mais comme on travaille sur un marché plus court terme, c'est pas nous c'est au client à ce jour-là qui veut acheter cet objet, bah écoutez, ça c'est le prix d'aujourd'hui. Et c'est lui qui prend pas le risque parce qu'il est au courant de ces genres de choses. Et après, il y a pas, que je viens de dire aussi, on a acheté beaucoup des objets et vendu ces objets-là que si notre client revient vers nous pour nous revendre la pièce, ben, on serait ravi de la racheter. De toute manière, oui, j'ai vraiment l'impression que c'est un marché à géométrie variable avec tellement de facteurs. Après, nous, par exemple, chez Winkelmann, on a notamment sur la partie archéologique, hein, à l'occurrence, on a développé une base de données avec plus de 35 000 objets vendus aux enchères sur les 30 dernières années, qui permet vraiment de voir les moyennes, mais surtout la médiane au niveau des objets, des catégories. Et après, bien sûr, c'est le travail à vous, hein, le travail après d'aller plus en profondeur, d'aller estimer l'objet par rapport à sa qualité intrinsèque, sa provenance. Et ça, c'est des facteurs qui, évidemment, jouent en faveur ou en défaveur de l'objet. Et aussi, donc, par rapport aux maisons de vente, ça, c'est un point qui m'intéresse beaucoup. J'ai lu le dernier bulletin de la Société nationale des antiquaires quand j'étais à la Biennale il y a quelques semaines, et justement, on se plaignait pas mal sur le rôle des maisons de vente qui aujourd'hui sont en train un peu de marcher sur les plates-bandes des antiquaires, des galeries, je dirais plutôt classiques, avec donc un shift post-Covid. Et j'ai l'impression que c'est à partir de ce moment-là, surtout,
qu'aujourd'hui, il y a une division, une partition entre vente gré à gré et vente aux enchères qui est de plus en plus faible et qui pourrait aussi mettre un peu en péril votre travail. C'est quoi votre point de vue? Bon, mon point de vue, c'est que déjà les antiquaires, ils aiment bien se plaindre. Donc, ils vont toujours trouver quelque chose pour se plaindre. Mais chaque désavantage, c'est aussi un avantage. Donc, c'est le point de vue si le verre est moitié vide ou moitié plein. Et les salles de vente, dans leur désavantage, c'est qu'ils ont toujours des deadlines. Ils ont des objets, ils n'ont pas le Mhm. temps pour faire toutes les recherches approfondies. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont souvent sélectionner les objets les plus intéressants que eux ils considèrent pour faire mettre plus d'énergie Mhm. dedans. Mais leur choix, c'est fait par des personnes. C'est les salles de vente, c'est disons bon, je vais dire des machines, mais finalement c'est des personnes qui prennent les décisions. Et nous, comme Oui, galeristes, on a plus de temps. Déjà, c'est notre argent, donc on prend nos risques. Un expert d'une salle de vente, il va visiter une adresse, il va dire, ah, madame ou monsieur, ah, non, ça pourrait être intéressant pour notre vente. On va essayer. Ils vont toujours essayer d'avoir l'estimation la plus basse possible parce que ça monte la possibilité de vente. Mais après, si c'est pas vendu, c'est passé. Et pour nous, quand on a une opportunité d'acheter, déjà, c'est avec notre argent, c'est nous qui ok, prenons les risques. On met plus d'énergie dans les recherches, dans approfondir les objets. Et comme on a des clients très fidèles, ils reviennent souvent vers nous, des choses qu'ils ont achetées, qu'on on Mhm. leur conseille de faire ceci, c'est ça, ou on les aide avec plein de choses. Ce contact n'est pas seulement une vente Mhm. clôturée, un petit aspect du marché. Je Ok, crois, de ce point de vue-là, on aura toujours notre place. Et peut-être, surtout avec Covid, je crois que les salles de vente, peut-être, ils ont gagné un peu plus sur le marché. Mais déjà, on voit qu'ils font moins des catalogues imprimés, donc très bien. eux aussi, ils mettent moins d'énergie dans cette partie du métier que moi je trouve qui est nécessaire. Quand on regarde les grandes salles de vente, ils ont les experts pour chaque niche, mais les départements sont pas Mhm. forcément, leur chiffre d'affaires Oui, pour l'art contemporain, l'art moderne, c'est une grande tranche de leur chiffre d'affaires. Et ils vont être moins Mhm. chauds à mettre plus d'énergie dans l'antique parce que finalement, ça rapporte pas tellement par rapport au chiffre d'affaires. Et chez nous, on fait que ça, donc C'est on a ça. intérêt Ouais. de mettre plein d'énergie dedans. Et je considère que ça restera toujours notre atout par rapport aux salles de vente. Enfin, il faut peut-être considérer que quand on passe par une maison de vente, par une salle de vente, souvent c'est quand même les commissions acheteurs et vendeurs sont quand même assez élevées, hein. Donc, c'est aussi un point à considérer. Ouais, ils montent fort. Je crois que la différence entre ce que le vendeur touche et que ce que l'acheteur paye, je crois, la plupart des fois, c'est 40% ou plus. 40%, plus même, oui, oui. Oui. Après, je dois dire, ils ont des grands frais aussi, hein, ces salles de vente. Ils ont les employés, ils ont besoin de demander autant pour s'en sortir. Comme nous aussi, on prend des bénéfices pour payer les frais et nous, on essaye, comme tout le monde, de gagner de l'argent aussi, de faire un peu de bénéfice fin de l'année. Moi, je pourrais dire, c'est mieux je vais toujours dire, c'est mieux de vendre par mois que par une salle de vente. Et évidemment, c'est peut-être pas vrai non plus parce que peut-être une salle de vente, c'est très simple à dire. Une salle de vente, une fois qu'on établit l'estimation et le prix de base, ça ne peut que monter. Ou c'est pas vendu, ou le prix peut que monter. Chez nous, quand on dit un prix, ça ne peut que baisser. Ça revient à ça. Génial, ça j'adore. Ouais. C'est un peu une gamble et c'est le moment du jour, de la semaine, du mois, de l'année qui décide si ça bouge, oui ou non. Ok, Donc, ouais. intéressant. Non, mais c'est hyper intéressant. Et moi, la question, c'était aussi vis-à-vis du développement de tout ce qui est l'after sale, des salles de vente qui commencent à développer leurs propres services, disons, de vente directe. C'est là où je me disais il y aurait pu y avoir une superposition et donc une sorte de menace concurrentielle. Mais C'est de nouveau comme pour revenir aux options là,
Évidemment, les salles de vente, ils ont une machine, ils ont plein des coordonnées, donc ils peuvent faire plus que leur job minimal. Ils essayent de faire tout. Mais en essayant de faire tout, ils ratent plein de choses. Et c'est pareil pour nous, les marchands, on essaye de faire tout, mais en Oui, essayant de faire tout, on rate plein de choses. Quand ils veulent faire ça, ben, ils vont nier des autres choses, ou alors, si nous, on est un peu flexible, c'est nous qui vont profiter de ces négligences de ce côté-là. Donc, je crois que le grand mouvement, c'est derrière nous, et maintenant, c'est les galeries qui peuvent rattraper, en fait, sur le marché de l'art. Ouais. très bien. Et c'est une vision enfin, j'aime bien cet esprit espiègle et conquérant. Tobias, pour parler aussi d'un argument qui est vraiment central chez Rosso Antico, la question des provenances. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé avec vos confrères et consoeurs. Aujourd'hui, c'est quoi votre avis sur l'avenir du marché de l'art des antiquités vis-à-vis des régulations actuelles? Selon vous, est-ce qu'on doit avoir une vision plutôt pessimiste dans ce cadre-là, ou bien il y a des issues, des voies qui permettraient à ce marché de continuer à se développer? Il y a plein de familles qui ont des objets qui ont été acquis il y a des dizaines d'années et qui n'ont pas forcément la facture, la preuve d'achat, la provenance, ils n'ont pas la chance d'avoir Tobias De Smet qui va chercher le catalogue auprès de l'agence immobilière. Mais finalement, il se trouve que les objets que ces personnes détiennent, ben, en fait, ils valent rien. Mais je crois que le marché de l'art, le marché d'art concernant les antiquités, je crois que le pire est déjà fait. Il y a eu dans les dernières années, ils ont les administrations, les fonctionnaires, ils ont fait beaucoup pour nettoyer l'illégalité qui se trouve dedans. En essayant de faire ça, ils ont fait des grandes bêtises en pensant que c'est tellement facile à tirer une ligne, disons, à dire, écoute, ceci c'est bon, ceci n'est pas bon. Parce qu'après, bon, il y a récemment aussi la discussion sur les Elgin Marbles, qui, bon, ça, ils ont été pris au début du 19e siècle, mais c'est un peu la même discussion parce que l'histoire change, les frontières Mhm. changent. Euh, c'est difficile à vraiment avoir un système qui est waterproof. Et comme vous dites, bah, surtout, vous dites en Italie, les collections qui ont été construites il y a des générations, mais qui n'ont pas forcément des documents. Pour la Belgique, c'est la même chose. La Belgique, au 19e Oui. siècle, on était partout au monde et il y a beaucoup des collections qui ont été fermées au fin 19e siècle, qui n'ont jamais été documentées, disons. Je crois dans les 10 dernières années, on voit partout, hein, il y a un genre de wokeness qui est un peu exagéré. On veut être trop correct et en essayant de faire ça, on fait plus de mal que du bien. Et je crois pour l'archéologie, on a passé le moment où ils ont essayé tout. Je dois dire aussi, c'était nécessaire aussi, hein. Il y avait effectivement des situations où les gouvernements ont dû faire quelque chose. Quand on voit ce qui s'est passé après le printemps arabe, ben, c'est sûr que pour restituer ces objets-là, il fallait faire quelque chose. Ils ont fait du bon travail, mais ils ont été un peu, ils ont considéré ça seulement d'un point de vue. Mhm. Et je crois que là, ils ont crié, ils ont fait tout qu'ils pouvaient faire. Et maintenant, le marché est en train de se restabiliser un peu, de stabiliser un peu. Quand on voit bon, c'était des NGO qui ont écrit des rapports en disant que le terrorisme est Mhm. financé par le marché, par le trade, comment on dit ça, le trade en archéologie, le marché de l'art. Et la presse a adoré parce qu'ils disent, oh, regarde, on voit les images dans le musée d'Irak de Mossoul où ils sont en train de détruire les objets. Et après, ils vont le mettre sur le marché pour les vendre, pour financer le Daesh, etc. Ben, entre-temps, ils ont prouvé que c'est pas le cas. Ces NGO, c'est leur raison d'être aussi. Ils ont bien fait de mettre ça dans la presse, les atrocités par rapport à la patrimoine qui a été faite. Mais entre-temps, les législations, les politiciens, ils ont vite réagi, ils ont fait des choses qui, pour le bien. Là, on voit qu'on revient un peu sur, ah, ce système, il OK. faut la modifier un peu pour que ça, quand même, c'est un peu trop sévère. Donc là, on voit que ça se calme un peu et tout se met un peu mieux en place.
Et donc, pour le futur, je crois, je suis convaincu que le marché de l'archéo, ça continuera. C'est sûr. Et quand on regarde les prix de vente des objets en archéo, on constate qu'effectivement, les collectionneurs, ils sont rassurés qu'il n'y a pas de risque quand on achète bien. Évidemment, il faut pas aller dans un petit marché, je sais pas où, et acheter de quelqu'un qui veut pas te donner une facture ou qui montre pas qu'il a fait son due diligence. Mais je suis convaincu que tout le monde qui prend son métier au sérieux, ils essayent tout pour ne pas vendre Tout à un fait. objet piligé ou faux. On peut pas exclure qu'il y a quelque part peut-être un objet qui passe, qui n'est pas si propre qu'on croit qu'elle est, mais en général, on parle des pourcentages minimales qu'on peut être bien rassuré que dans le futur, le marché, ça restera, c'est sûr. Et c'est difficile d'expliquer cette problématique à quelqu'un qui n'a pas une affinité avec le marché de l'art ou avec l'histoire de l'art, parce que c'est pas seulement une partie commerciale qui joue là-dedans. Tout à fait. Pour conclure ce discours, voilà, il faudrait aussi qu'il y ait moins d'idéologie, du bon sens et, comme vous disiez, Tobias, aussi de la connaissance. Et souvent, on met la connaissance à côté et on va tout droit avec son parti pris. Et c'est ce qui fait dommage en général sur beaucoup d'autres sujets. Tobias, merci beaucoup pour vos réponses. C'est vraiment chouette et c'est un vrai plaisir d'avoir votre point de vue. Pour conclure notre épisode, si vous pouviez nous donner les lectures sur les antiquités qui ont marqué votre carrière, disons, pendant vos études ou encore aujourd'hui, je vois que vous avez une bibliothèque très fournie derrière vous. D'ailleurs, je suis vraiment jaloux. Quels sont les bouquins que vous recommanderiez à notre public? Euh, Bon, je crois que pour commencer, le premier, ça sera un roman qui m'a un peu formé quand j'étais tout jeune parce que ça m'a vraiment fait passionner par l'Égypte. C'est Wilbur Smith, The Valley of the Kings, je crois. Et j'avais lu ça et c'était tellement, c'est un peu le Indiana Jones en lecture. Et bon, c'est pas une œuvre académique, mais ça m'a tellement plu, cette vision romantique de l'Égypte. Bon, commençons avec ça. Après, pour l'Égypte, je dirais, je suis en train de réfléchir sur le nom, c'est le Atlas of Ancient Egypt, je crois, par Malek et Baines. C'est la publication, je trouve, la plus complète pour avoir une idée de l'histoire de l'Égypte. Après, concernant le métier, ce que je fais avec les sculptures classiques, je crois qu'il y a notre Bible, c'est celle de Nicholas Penny, c'est The Lure of Classical Sculpture. Donc, c'est une publication qui s'agit sur une introduction sur la redécouverte de l'Antiquité, disons, 15e, 16e siècle jusqu'au début 20e, et donc, cette publication, il y a deux parties. Il y a une partie sur les collections, comment ils sont formés, Mhm, l'esprit grand tour. Et après, il y a la deuxième partie de publication, je sais pas, c'est genre les 100 sculptures les plus importantes dans l'Antiquité et les reproductions qu'ils ont fait en Renaissance, dans l'époque de la Renaissance, baroque, néoclassique. Donc, celle-là, elle est fantastique. Après, pour une idée de l'histoire de l'art en général, je crois il y a mhm. Gombrich, The History of Art, qui est tellement fantastique. Et je trouve, comme il le dit lui-même, il faut écrire un livre qui tient académiquement, mais qui est écrit d'une façon que tout le monde peut comprendre ce qu'il a écrit. Et c'est la chose, je crois, la plus difficile à faire. Et lui, il a réussi à... C'est fantastique, cette publication. C'est vraiment une perle jamais vue. Absolument. Très bien. Merci beaucoup, Tobias. Quelle est la meilleure manière de vous contacter pour poser des questions, vous présenter des objets? On se présente directement chez vous à la galerie, les réseaux sociaux. Dites-nous en plus. Le plus facile, c'est pas la galerie, c'est le plus convial. On est au Sablon, au centre de Bruxelles, en face du Conservatoire Royal. On est ouvert, je crois, 6 jours par semaine. Sinon, les réseaux sociaux, on a Instagram, évidemment. On a notre site web. Après, ben, la galerie, c'est en perso, c'est le plus sympa. Et après, les foires, la Brafa, la Fine Art Paris Biennale, c'est les moments
les plus gais, en fait, de se rencontrer. Ouais. Mhm. Ben, super. Tobias De Smet, merci beaucoup pour votre présence et votre participation. C'était un grand plaisir de vous avoir avec nous. Nos auditeurs en seront ravis et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. C'était un plaisir de faire cette conversation. Merci. Ciao. Ciao, bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à noter Rosantico avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Cela nous aide énormément à le diffuser et à faire grandir notre audience. Rosantico est un podcast produit par Winkelmann Co, société spécialisée dans les services innovants à destination des professionnels du marché de l'art. Si vous voulez en savoir plus, connectez-vous sur www.winkelmann.co. Merci et à bientôt.